Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'être là pour cette deuxième partie de la journée d'études sur les humanités numériques. Donc, la première session qui nous intéresse là aujourd'hui, donc de 11 heures à midi 20, s'intitule Les humanités numériques comme outils pédagogiques. Et nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Garcia du Centre de données sociopolitiques de Sciences Po. Je me permets tout d'abord de préciser que les questions et réponses seront tout à la fin, après les trois présentations que nous avons notamment pour simplifier en fait les échanges, pour éviter que chaque intervenant n'ait besoin de remettre sa caméra. Donc on va faire les choses de cette façon. Et puis, également pour des questions de simplification, on a demandé à chaque intervenant de se présenter. Donc, Guillaume, je vous laisserai vous présenter dans quelques instants. Donc, Guillaume va nous faire une présentation aujourd'hui de Teaching Human. Donc, voilà le titre: Teaching Human and Social Sciences Methods with BQuali, or How to Use Digital Humanities for Educational Purpose. Guillaume, je vous laisse la parole. Merci. Merci. Alors, avant de commencer, je voudrais préciser que je vais faire ma présentation en français, comme vous l'avez compris, contrairement à ce que pourrait laisser penser le titre qui était en anglais. Alors, aujourd'hui, j'interviens au nom de l'équipe de Bicali. Je suis ingénieur de recherche au Centre de données sociopolitiques, qui est une unité mixte de services du CNRS et de Sciences Po. Et je travaille depuis 8 ou 9 ans sur ce projet, avec d'autres collègues qui se sont succédés dans l'équipe. Alors, soit des personnes comme moi qui ont profil recherche, c'est-à-dire un doctorat en sociologie ou en sciences politiques, et d'autres qui viennent plutôt des métiers des archives ou de la documentation. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans un article très récent qui est sorti dans le dernier numéro de la revue Tracé, dans le hors-série Les sciences humaines et sociales au travail, que faire des données de la recherche. C'était un entretien collectif sur le projet Bicali. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Bicali, c'est un service de traitement, de documentation et de diffusion de données d'enquête dites qualitatives en sciences sociales, c'est-à-dire dont la méthode euh, s'appuie principalement sur le. Excusez-moi, je crois que j'ai. Oui. Qui s'appuie principalement sur des entretiens ou des observations ethnographiques et donc des enquêtes qui sont principalement ancrées en sociologie ou en sciences politiques. Alors, le dispositif existe formellement depuis 2013 avec le lancement du site web Bicali, sur lequel on peut explorer les enquêtes qu'on met à disposition, sachant que ce service s'adresse uniquement aux membres de la communauté scientifique et académique, y compris les étudiants, sous la supervision d'un enseignant. Alors, depuis 2014, les enquêtes sont diffusées aussi en téléchargement via le portail du réseau Quetelet. Aujourd'hui, je voudrais vous exposer en quoi cette expérience particulière qu'Ebicali utilise ou mobilise des outils ou des principes des humanités numériques au soutien des pratiques pédagogiques en SHS. Alors, je parlerai ici d'humanité numérique dans un sens qui est très général, c'est-à-dire pour désigner l'apport des technologies numériques à la recherche et l'enseignement en SHS. Alors, dans notre cas, ces apports ils sont liés d'abord à la numérisation de corpus papier et à la démultiplication des possibilités d'accès à ces ressources que la numérisation offre. C'est un contexte qui est sous-jacent, mais donc je ne vais pas parler aujourd'hui. Ces apports ils sont aussi liés aux possibilités renouvelées d'exploration des corpus complexes que le numérique offre. Et ça sera plutôt le cœur de mon intervention. Je voudrais aussi revenir sur quelques principes de base qui permettent de comprendre la philosophie de notre projet. Le parti pris fort, c'est d'aller au-delà de la réutilisation des données stricto sensu. Donc, par exemple, pour les données quantitatives, des données d'enquête quantitative qui sont depuis beaucoup plus longtemps réutilisées à des fins de recherche ou d'enseignement. Ça veut dire en gros, et là je caricature un peu, ça veut dire mettre à disposition surtout un tableau de données, des dictionnaires de code et un questionnaire, et quelques éléments de contextualisation, et c'est à peu près tout. Dans le cas de Bicali, on propose un ensemble de documents beaucoup plus vaste et complet qui renseigne précisément sur l'élaboration de la recherche et sur les étapes de l'analyse. Et ce parti pris a une conséquence directe euh, lorsqu'on considère les enjeux de l'enseignement des sciences sociales, notamment de leur méthode. L'idée, c'est d'apporter des ressources nouvelles aux enseignements classiques, c'est-à-dire ceux qui sont essentiellement fondés sur une base livresque ou fondés sur l'expérience directe de la mise en œuvre des méthodes, notamment via des stages de terrain. Excusez-moi, vous entendez une petite musique ou...
Non, on n'a Excusez-moi, pas la musique là. excusez-moi, je dois avoir un petit souci. Pas de problème. Mais en tout cas, on n'entend pas la musique. Oui, ça doit être une publicité intempestive. Donc, voilà. Voilà, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, l'idée en gros, c'est d'ouvrir la boîte noire de la cuisine méthodologique et ouvrir un peu les coulisses des enquêtes en proposant des archives qui rendent compte, parfois de manière précise ou documentée, des difficultés réelles, des bricolages, parfois des échecs de chercheurs confirmés pour dépasser les versions très réduites ou tronquées, parfois embellies, rationalisées, du moins désencadrées méthodologiques qu'on retrouve dans les publications ou les ouvrages de méthode. Pour vous présenter tout ça, je ferai d'abord une description des outils qu'on propose pour explorer les enquêtes qui sont mises à disposition, c'est-à-dire des outils généraux d'exploration des corpus, mais aussi des outils spécifiques qui prennent la forme d'aide ou de support pédagogique. Et pour terminer, je vous livrerai un premier retour d'expérience très partiel sur les usages pédagogiques qui peuvent être faits des enquêtes du catalogue Bicali. Alors d'abord, je vais vous montrer et commenter les multiples possibilités d'exploration qu'offre l'outil Bicali pour appréhender et s'approprier des corpus de documents parfois très volumineux et complexes qui forment les archives d'une enquête. Ce sont des outils en ligne qui sont en libre accès. On n'a pas besoin d'avoir demandé au préalable l'accès à l'enquête pour pouvoir les utiliser. Et ça permet d'explorer l'enquête pour savoir si elle nous intéresse éventuellement. Et ensuite, ce sont des outils qui sont utilisables dans un cadre pédagogique, en classe ou à distance. Et pour faire la démonstration, je vais prendre une grande enquête de sociologie qui est très demandée. C'est la formation des couples de Michel Boson et François Héran, qui a été réalisée à l'INED, l'Institut national des études démographiques, au milieu des années 80. C'est un très gros corpus qui fait 477 documents. Et la particularité de cette enquête aussi, c'est que c'est une enquête de méthode mixte qui articule une partie qualitative. Les chercheurs ont réalisé 100 entretiens pour cette enquête et une partie quantitative par questionnaire. Donc les données quantitatives, il y a 3000 questionnaires, sont déjà diffusées par l'INED sur le portail Quetelet. Alors, d'abord, je vais vous montrer un premier outil classique qui permet d'explorer l'arborescence du corpus. Donc, il est ici. Je vais essayer de montrer si j'y arrive. Oui. Alors là, on ne voit pas l'arborescence. Oui, je vais essayer de. Voilà. Donc, Oui. c'est ce premier, consulter le corpus dans son ensemble. Voilà, ça permet de montrer l'arborescence du corpus, c'est-à-dire un emboîtement de dossiers et de sous-dossiers. Cette arborescence qui correspond à l'état du corpus qu'on obtient lorsqu'on télécharge les données sur le portail Quetelet. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas très différent de l'explorateur, par exemple Windows, que vous avez sur votre propre ordinateur, à la différence qu'on a une sortie visuelle qui rend compte, pour un résultat donné, de la place des documents dans l'arborescence. Alors, pour être plus clair, je vais faire une requête avec un terme. Donc, c'est le terme préliminaire. Ça renvoie au fait qu'il y a eu une partie préliminaire de l'enquête à un dispositif quantitatif, donc notamment des entretiens qualitatifs préliminaires à la réalisation du questionnaire. Donc là, je vois les différents documents qui correspondent de par leur titre à ma requête, ainsi que l'endroit où ils sont placés dans l'arborescence, ce qui me permet de mieux comprendre comment la structure de cette arborescence est organisée, quelle est la logique derrière. Donc là, je vois qu'il y a 4 documents qui sont concernés, plus un dossier entretien préliminaire. Donc, il y a des documents méthodologiques, par exemple des guides d'entretien, un guide d'entretien et des questions abordées dans les entretiens préliminaires. Et ensuite, en partie analyse, pour ce qui décrit en fait l'analyse qui a été faite des données, on a aussi 2 documents qui permettent de documenter en fait cette partie, enfin, des éléments sur la méthodologie de l'enquête. Voilà. Voilà. Alors, cet outil fonctionne sur la base du titre long ou de la code des documents, c'est-à-dire leur cotation dans notre plan de classement. Donc, il ne permet pas de faire des requêtes dans le contenu textuel des documents, donc il ne permet pas de faire de la fouille de texte, par exemple. On a considéré que ce genre d'outil était insuffisant pour explorer des corpus complexes, comme celui, par exemple, de l'enquête de la formation des couples, où il y a 477 documents qui sont insérés dans une arborescence assez complexe de dossiers, de sous-dossiers qui sont emboîtés les uns dans les autres. Une telle structure documentaire fondée uniquement sur une arborescence figée
de catégories et de sous-catégories peut avoir pour inconvénient d'enfermer l'utilisateur dans un seul regard, c'est-à-dire de prédéterminer les chemins d'exploration possibles en canalisant l'approche du corpus par une série d'emboîtements successifs. D'où le fait qu'on a mis en place d'autres possibilités, notamment un moteur de recherche à facettes. Donc c'est ce qui est dessous. Donc ce moteur de recherche à facettes qui est fondé sur le modèle de l'Elastic List donne aux utilisateurs les moyens de filtrer donc une collection de documents en choisissant un ou plusieurs critères, donc les facettes. Donc on connaît tous désormais ce système pour faire nos courses en ligne. On réduit la taille et la complexité de l'ensemble d'items qui sont proposés au départ sur la base de filtres. Donc là, on a utilisé les catégories du plan de classement que je vous ai très rapidement montré plus haut, à plusieurs niveaux. Donc chaque document est tagué d'une certaine manière avec une série de critères. Le premier, c'est celui qui correspond à la première ligne. On peut filtrer le corpus à travers les grandes étapes du processus de recherche. Donc tout ce qui concerne la préparation de l'enquête, ce qui concerne la collecte des matériaux sur le terrain, et ensuite ce qui concerne l'analyse qui en a été faite. Ensuite, en dessous, on a deux lignes de critères qui permettent de filtrer les documents selon le type d'activité mise en œuvre dans une enquête. Donc, par exemple, tout ce qui concerne l'élaboration de la méthodologie, les activités d'administration de la recherche, la réalisation des entretiens, la réalisation des observations, etc. Et à la fin, tout en bas, on peut filtrer selon le type de document matériel produit. Par exemple, on peut requêter tout ce qui concerne les transcriptions d'entretien, des notes, des guides, des tableaux. Donc, c'est vraiment la forme, la matérialité des documents. La première utilité d'un tel outil, c'est de permettre de tordre le corpus dans tous les sens. Par exemple, il est possible de commencer à explorer l'enquête du point de vue des types de documents et de voir comment ces types de documents se répartissent selon la phase de préparation, la phase de collecte ou la phase d'analyse. Bref, d'inverser l'approche spontanée qui consisterait à aller du plus général au plus spécifique. Là, on part du spécifique pour aller au général. Donc ici, je vais vous faire juste une très brève démonstration. Je prends par exemple plutôt au niveau du type d'activité, les documents qui concernent la méthodologie de l'enquête. Je filtre ici et je vois qu'il y en a 15 de ces documents qui sont situés dans la boîte préparation, 20 dans la boîte collecte et 63 dans la boîte analyse. Donc si je reclique sur l'analyse, je vais encore filtrer et je vais pouvoir voir comment c'est redispatché à l'intérieur de ces boîtes-là. Je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais on peut faire toute une série d'explorations à partir de cet outil. La deuxième utilité, c'est que cet outil donne d'emblée une meilleure indication sur le volume relatif des boîtes dans lesquelles le corpus est classé. Si je réinitialise, on voit bien au départ sur chaque ligne ben, les proportions relatives de chaque boîte par rapport à l'ensemble de la ligne. Alors que ici, c'est le premier outil, donc si je réinitialise les choses,